Ça va venir, ça va venir. Mais pendant qu'on met les slides, je vais juste vous dire, parce que vous êtes entré dans ce pôle image de Liège dont on parle beaucoup, mais dans lequel on entre rarement. Vous êtes ici dans la cafétéria, donc c'est l'endroit idéal pour un café numérique, effectivement, c'est la cafétéria du pôle image de Liège. Il y a dans cette maison une trentaine d'entreprises, toutes liées de près ou de loin au digital ou au cinéma. Simon, qui est là quelque part, qui est l'homme qui fait tourner la baraque, m'a dit de vous rappeler qu'il reste encore quelques locaux à louer. Donc on est ouvert aux nouveaux venus. Il ne reste plus grand-chose, ceci dit, il faut vous dépêcher. Ben voilà. Alors je vais commencer, parce que les deux premiers qui ont parlé, ils étaient en freestyle, ils n'avaient pas de compteur. Moi, je suis le premier à avoir la pression du temps qui passe. Donc je vais essayer d'être assez concis, mais pour initier la soirée, je pensais que c'était intéressant de vous donner le point de vue d'un homme de cinéma, ce que je suis, sur le digital et sur ce qu'il a impacté sur nos métiers, les métiers de l'audiovisuel. Bon, c'est là où on va voir si ça marche, voilà. Donc ça, c'est le score du prochain match de Standard en déplacement. Je ne vais pas vous faire cette injure, bien sûr qu'on va gagner. Mais non, pour démarrer la soirée, je pensais que c'était pas mal de se remettre sous les yeux l'ADN du digital. Le 1 et le 0, vous le connaissez, je ne vais pas vous faire l'injure d'expliquer ça, parce qu'il faut s'en rappeler quand même, au moment de réfléchir ensemble, toutes les merveilles de technologie qu'on a vu débarquer dans nos vies et dans nos métiers depuis une petite vingtaine d'années reposent sur cette dichotomie 1, 0, ouvert, fermé, oui, non, on ou off. Bon, c'est une implacable logique binaire, vous le savez, qui structure de manière impitoyable l'univers du digital. Tout le contraire, en quelque sorte, de l'univers des créatifs. Les créatifs qui ont toujours aimé imaginer qu'il n'y avait pas que le noir et le blanc, qu'entre les deux, il y avait du gris, par exemple, ou, comme le chantait un des leaders de l'industrie musicale du siècle passé, il y a même des nuances entre gris clair et gris foncé. Vous avez vu, pour les plus jeunes, c'est une cassette, ça. Nous, on écoutait la musique là-dessus. Euh, et même, plus récemment, un titre de film nous rappelait qu'il y avait même jusqu'à 50 nuances de gris. Et pourtant, c'est là tout le paradoxe du monde dans lequel on a basculé sans s'en rendre compte. Ni la chanson de Jean-Jacques Goldman, ni le blockbuster soft porno de Sam Taylor Johnson, ni même le livre d'Erika Leonard James dont il est tiré n'auraient pu être créés, fabriqués, diffusés et donc financés sans les outils du digital. Alors, dans l'imaginaire des créatifs du cinéma, des auteurs de films, mais aussi de la plupart des techniciens créatifs qui les entourent, dans leur imaginaire, la matrice digitale est souvent perçue comme l'ennemi absolu. Le 1, le 0, on n'aime pas. Justement, les choix binaires, on n'aime pas. Et du coup, ces créatifs se projettent souvent dans leur travail, dans ce qu'ils créent, dans des héros non conformistes, voire élus, capables de faire exploser la matrice digitale. C'est à mon sens évidemment l'origine de la voix de synthèse de Dark Vador. Il ne veut pas venir, Dark Vador? Si. Il n'y a plus de piles? Si. Le voilà. Voilà, 2 fois même. Là, je disais, c'est à mon sens l'origine de la voix de synthèse de Dark Vador, qui est représentée dans la saga des Star Wars comme une quasi-machine surgie de l'enfer noir de l'automatisation face à son fils. Voilà. Café digital. Voilà. Son fils en pyjama, là. Dont le nom même, Skywalker, indique bien qu'il continue à marcher dans le ciel en échappant aux contraintes du monde robotisé. Bon, ça c'est pour les principes de base, on est contre. On est contre la matrice. Après ça, c'est très intéressant de constater que très vite, dans l'audiovisuel, on a fait des nuances. Tous les ordinateurs ne sont pas aussi méchants qu'il n'y paraît.
Et là, je vais vous ramener vraiment loin en arrière, autant des cassettes audio, avec un spot publicitaire complètement extraordinaire qui a fait le tour du monde, que vous connaissez sans doute probablement, alors qu'il n'a été diffusé qu'une seule fois sur le réseau national des télévisions aux États-Unis. C'est en 1984. Regardez, j'espère que je vais réussir à le faire démarrer. Non? Oui, presque. Voilà. Il y a du son. In all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory laws. Our force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bon, c'est pas n'importe qui, c'était un spot de Ridley Scott. Et quand je dis qu'il est passé qu'une fois à la télé, ouais, il faut m'aider, hein, parce que... Voilà, merci. Quand je dis qu'il est passé qu'une fois à la télé, il est passé dans le fameux écran du Super Bowl. Et donc il a été vu par des millions de gens instantanément. Et vous avez remarqué que ce qui est très très fort dans ce spot pour un ordinateur, c'est qu'on ne voit absolument pas le produit. Donc là, tout ce qui est dit dans le spot, c'est que 1984 ne sera pas comme devait être 1984. Donc c'est complètement bluffant en fait, parce que pour le lancement de son 128K quand même, Apple avait choisi de ne pas montrer le produit, juste d'écrire un état d'esprit. C'était la couleur contre le noir et blanc, l'énergie féminine contre la résignation moutonnière, la créativité libératrice contre l'oppression technologique, le 1 contre le 0. Et donc c'est un extraordinaire coup de bluff, parce que c'est pour lancer une marque d'ordinateur quand même, qu'on dénonce la digitalisation et l'automatisation. Mais le plus extraordinaire dans ce tour de passe-passe, c'est que Steve Jobs... Oh pardon, cette fois-ci on était trop vite, ça a marché 2 fois. 2 secondes. Marche arrière, voilà, hop. Ça c'est bon. Vous savez quoi, je vais arrêter de jouer avec ça si je ferai signe. Ça, c'est les progrès du digital. Je fais comme ça avec ma main et ça marche. Le plus extraordinaire dans le tour de passe-passe en question, c'est que Steve Jobs et son agence, TBWA, réussissent à se positionner du côté des créatifs. Voilà, encore une fois. Voilà, du côté des créatifs, voire du côté des révolutionnaires, voire des deux à la fois. C'est comme si leur produit marquait une rupture totale, un saut créatif, alors qu'il n'est que, je mets des gros guillemets à que, mais il n'était que extraordinairement innovant. Alors, on va passer à la dia suivante. Ça, c'est ni un révolutionnaire, ni un artiste, mais c'est un peu mon maître à penser en matière de créativité, Luc de Brabander. J'espère qu'il est déjà venu à un café numérique, parce qu'il faut l'inviter. C'est un type vraiment extraordinaire sur... Ça va se faire? Ben voilà, je vous donnerai son numéro. De Brabander, il se définit comme un philosophe d'entreprise. Et un des points qui est à la base de sa réflexion est la différence justement entre innovation et créativité. Alors généralement, de Brabander, il s'adresse aux industriels, enfin il fait beaucoup de consultance en entreprise, c'est le Boston Consulting Group. Mais vous allez voir, ce qu'il dit aux entrepreneurs nous concerne aussi, nous, entrepreneurs culturels. Alors écoutez, je vais mettre le texte, mais je vais vous le lire en même temps. Pour que leurs idées ou leurs projets portent leurs fruits, les entreprises doivent mettre en œuvre des stratégies stables et continues. Ça, c'est la continuité d'une boîte. Parallèlement, la vitesse à laquelle nos sociétés et nos économies évoluent est extrêmement rapide.
La conséquence est qu'entre ces deux contraintes, la stabilité et la rapidité, les corrections qu'on appelle sauts stratégiques ou changements de paradigme sont de plus en plus fréquents. Les entreprises sont donc plus souvent contraintes à de radicales remises en cause de leur modèle. Or, la créativité est précisément ce qui permet à une entreprise de se construire une perception nouvelle plutôt que de se la voir imposer par la force des choses, d'initier le changement plutôt que de le subir. Je m'excuse un petit peu ex cathedra de dire ça, mais c'est tellement important vis-à-vis du digital d'avoir cette attitude créative. Donc de ne pas subir le digital, mais bien de l'utiliser pour progresser. Oui, voilà. Je vais être plus concret que le texte qu'on vient de voir, qui est un peu théorique, en prenant un exemple que De Brabander a souvent développé, c'est l'exemple de Bic. Vous voyez de quoi on parle. Monsieur Biche, il s'appelait comme ça se prononçait Bic parce qu'il était alsacien, donc invente le stylo à billes, la pointe Bic, on a appelé la pointe Bic. Et extraordinaire succès tout de suite, c'est beaucoup plus facile que les stylos qu'il fallait remplir avec de l'encre dans un encrier ou avec une cartouche. Et sa boîte prend une ampleur internationale. Il vend des bics partout. Mais à un moment, c'est toujours la même chose, quand on développe une entreprise, ben, il faut innover. Alors, on peut imaginer hein, les brainstorming avec les ingénieurs, qu'est-ce qu'on ferait bien ben, on peut faire des bics de différentes couleurs, ah oui, on va faire des rouges aussi, et si on faisait des verts, vous croyez, mais si, ça devrait marcher, etc. Et puis, à un moment, il y a un type qui a un coup de génie, il dit, si on faisait des 4 couleurs, on a tous eu un bic 4 couleurs, hein. Tout ça, c'est des innovations. Ce n'est pas de la créativité, c'est des innovations. C'est des pas dans le développement assez logiques. Et puis, à un moment, ben, avec les ordinateurs qui se développent, etc., on vend moins de bics. Et donc, gros brainstorming, on invite même le neveu du patron, etc., pour essayer d'avoir des idées. Et tout le monde dit, oui, mais si on faisait des bics 8 couleurs, et si on gravait le nom du propriétaire sur le bic, et si... Et puis, il y a ce type-là, le neveu du patron, qui dit « Et si on faisait des rasoirs ?» Pensée latérale. En fait, il a eu sur l'entreprise le regard qu'il fallait avoir à ce moment-là. C'est-à-dire, nous, on ne fabrique pas des bics, on fabrique des objets en plastique qui se vendent très bon marché. Et dès le moment où on change ce paradigme, où quelqu'un dit « Ce qu'on fabrique, nous, c'est des trucs qui se vendent à la caisse des supermarchés, c'est bon marché et c'est en plastique. On peut faire des rasoirs jetables, on peut faire des briquets. Aujourd'hui, ils font des planches de surf, Bic. Je veux dire, c'est juste un saut créatif, ça c'est de la créativité, qui permet de se réadapter à l'époque dans laquelle on vit. A contrario, parce que l'exemple de Bic est magnifique, mais a contrario, ben, on mesure le drame, par exemple, d'un Nokia qui n'a pas vu venir les smartphones, qui a tout essayé pour faire des téléphones de plus en plus performants sans voir venir le smartphone. Ou pire encore, l'exemple de Sony, brillant inventeur du Walkman et puis du Discman, qui n'a pas vu venir l'iPod, qui n'a pas été fichu d'inventer l'iPod, alors qu'ils avaient tout en main. Je veux dire, ils avaient tout le marché Walkman, Sony. Enfin, je veux dire, on ne se posait pas la question, même s'il y avait d'autres fabricants qui imitaient, mais et souvenez-vous, c'était assez pathétique au moment où sont sortis les premiers iPods. Sony tentait de lancer des Walkman DAT, comme si c'était ça qu'il fallait faire, c'est-à-dire trouver encore un nouveau support et pas avoir ce côté de se dire non mais attendez, on n'est pas là pour vendre des supports, on est là pour que les gens écoutent de la musique. C'est ça. Hein. J'ai une dia qui relie un petit peu d'ailleurs à Star Wars. Et si vous voulez bien, on va rester un instant sur l'exemple inspirant de l'industrie musicale, parce que depuis l'après-guerre, à la fin du siècle passé, le modèle de l'industrie musicale était super simple. Il a toujours été basé sur la vente des disques. Jusqu'au jour où, mais beaucoup trop tard, les marchands de musique se sont aperçus
que leur quasi-absence sur Internet avait laissé se développer le piratage informatique qui a créé une catastrophique culture du gratuit. Donc plus personne n'a commencé à acheter de disques parce qu'il n'y avait pas de modèle sérieux qui avait été développé par les éditeurs de musique sur le net. C'était du peer-to-peer, vous vous souvenez très bien, hein, on téléchargeait tout. Et donc, les jeunes se sont habitués à ce que la musique soit gratuite. Il aura fallu presque 20 ans pour que des plateformes comme iTunes puis Spotify réapprennent aux jeunes qu'il faut payer pour écouter parce qu'il y a un artiste qui a travaillé pour que la musique existe et qui mérite d'être rémunéré. Tout ça s'est passé de manière chaotique par manque d'anticipation, par manque de réflexion créative sur ce qui est en train de se passer. Bon, aujourd'hui, l'industrie du disque voit le bout du tunnel. C'est plus l'industrie du disque, c'est l'industrie de la musique aujourd'hui. Elle voit le bout du tunnel après des réadaptations très très curieuses. Je me souviens qu'il y a 5 ans, EMI publiait des statistiques pour expliquer que les ventes de sonneries téléphones avaient rapporté plus à la firme que les disques. Et c'était vraiment un paradoxe hyper intéressant parce qu'il n'y avait plus aucun gamin qui se disait je vais payer 85 ou 99 centimes pour acheter un morceau. Par contre, pas de problème à payer 1,30 € pour la sonnerie de téléphone tirée de ce morceau. C'est parce que les sonneries téléphones, on les a toujours achetées. Aujourd'hui, le modèle a complètement changé, comme vous le savez, et on a rendu au concert live toute sa raison d'être. Enfin, vous connaissez, hein, je ne vais pas vous répéter l'histoire de U2 qui mettent gratuitement ses albums sur le net parce que le chiffre d'affaires se fait au concert. Et alors là, de nouveau paradoxe, hein, les mêmes ados qui ont un mal de chien à payer 1,99 € pour de la musique vont payer 400, 500 € pour aller au concert. Mais bon, très bien. Je veux dire, aujourd'hui, évidemment, il faut transposer ce genre d'aventure qui a été vécu de manière chaotique par les gens de l'industrie musicale sur l'industrie du cinéma et vraiment réinventer le modèle. Je connais pas mal de gens autour de moi qui s'arrachent les cheveux en disant Netflix, c'est l'horreur. Ben Netflix, tout le monde regarde Netflix. Donc soit on dit que c'est l'horreur et on creuse des tranchées autour du pôle image de Liège et on recommence à faire des films en 35 mm, ou bien on essaye de voir quel est le modèle économique qu'on peut développer pour continuer à s'exprimer et à s'exprimer avec pas mal de liberté sur ces différents supports. On vit une époque de ce point de vue-là assez étonnante, où peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie va plus vite que les contenus qu'elle peut transporter. J'ai ici une magnifique dia, voilà, Gutenberg. Bon, Gutenberg, c'est pas lui qui a inventé la littérature, hein. Gutenberg, il a inventé l'imprimerie, qui a permis effectivement que la littérature soit diffusée beaucoup plus largement. Mais déjà du temps des anciens Égyptiens, les pharaons, on écrivait sur du papyrus. Enfin, je veux dire, les outils de la technologie ont toujours servi à diffuser les contenus. Aujourd'hui, je suis fasciné, moi, par un phénomène nouveau, c'est le phénomène de la réalité virtuelle, donc du 360. Ça se répand très très vite maintenant. Enfin, il y a de plus en plus d'endroits où vous pouvez expérimenter. À Bruxelles, l'UGC ouvre très bientôt une salle réalité virtuelle, donc où il n'y aura pas d'écran, où il y aura des sièges tournants et des casques. C'est parti, c'est en route et c'est en train d'arriver par l'industrie du jeu surtout, puisque la plupart des consoles aujourd'hui sont vendues d'office avec un casque de réalité virtuelle. Bon, c'est remarquable, ça marche très bien. À Venise, festival de cinéma historique, le premier festival de cinéma du monde, cette année, pour la première fois, il y avait une section compétitive VR. Bon, on est plusieurs, Bernard, tu as été, j'y pense, on a été passer une tête pour voir comment ça marchait. C'est spectaculaire, c'est étonnant, c'est époustouflant. J'ai perdu mon assistant. J'ai besoin de ton doigt là.
Voilà, c'est époustouflant et les dispositifs sont de plus en plus étonnants, comme une attraction de foire. Par contre, si on se pose la question du contenu, moi qui ai commencé à avoir quand même pas trop mal de VR, j'ai fréquenté les plus grands dinosaures du monde, je suis tombé d'un avion, j'ai été sous l'eau où il y a des requins, etc. Mais honnêtement, ça m'a rien raconté. Il y a vraiment un problème pour l'instant. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais il y a un problème. On est dans l'expérience de foire, on n'est pas dans la narration. Et il y a tout un travail à faire aujourd'hui pour introduire la narration dans la VR. Mais c'est fascinant en même temps de se dire qu'il y a une technologie là qui est partie avant que les contenus ne la poussent. Jusqu'ici, c'est toujours les contenus qui ont poussé la technologie. Ici, bon, je ne doute pas que, comme on dit, la musique va rattraper la fanfare, mais il y a quand même cette sorte d'aspiration. On est dans une, voilà, dans une période tout à fait particulière. C'est à peu près ça que je voulais vous dire. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Juste vous dire que, bon, quand on se trouve face au numérique, il n'y a pas de raison de rester tétanisé devant cette dichotomie qui oppose le 1 et le 0, ouvert, fermé, on et off. Le numérique, même si parfois il nous dépasse par la fulgurante vitesse de sa progression, ne reste qu'un outil à la disposition des créatifs. Et j'espère que la discussion qu'on va avoir maintenant avec les différents créatifs qui nous ont fait l'honneur d'être là ce soir va nous permettre d'échanger nos meilleures pratiques aux uns et aux autres pour apprendre, j'ai fait une belle phrase, à tisser tous ces 1 et tous ces 0, désormais indissociables de nos métiers, prouvant une fois de plus que nous, entrepreneurs créatifs, nous sommes faits de cette étoffe. Il faut appuyer sur le bouton, voilà, parfait, dont sont faits les rêves. Là, il ne fallait pas appuyer, c'était bien. Voilà, merci.